Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Du débat, de l'actu, tous les ingrédients réunis ici, évidemment, pour votre plaisir. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue chez les Grandes Gueules. Ensemble jusqu'au port de 11h, nous vous donnons cette possibilité de décrypter l'actualité avec nous. Vous avez plusieurs possibilités, évidemment, de réagir sur nos sujets débattus dans cette émission. Plusieurs mots s'offrent à vous, je le disais tantôt. Soit vous partez sur Twitter, c'est que je vous recommande d'ailleurs fortement. Hashtag espace GG, sinon le numéro de téléphone qu'il ne faut surtout pas oublier, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, évidemment, nous allons relayer vos messages dans cette émission Les GG avec vous. Merci à ceux qui nous rejoignent du côté de Farana sur Bamboo FM qui nous relayent de ce côté. Merci à ceux qui nous rejoignent du côté de Cancan. Là, vous nous écoutez évidemment sur notre antenne locale de ce côté. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent du côté de Mamou sur Fraternité FM. Fraternité qui relaie cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. On parlera politique, entre autres dans cette émission. Vous le savez, la politique guinéenne intéresse l'Hexagone. Ce n'est pas comme avant, il faut bien le dire. L'époque des injonctions faites donc au régime en place pour les amener donc à respecter les principes démocratiques semble révolue. Le ministre français des Affaires étrangères a bien voulu essayer, évidemment, la semaine dernière, avec assez de pédagogie et devant donc le Parlement de son pays, Jean-Yves Le Drian, a invité le pouvoir de Conakry à créer un cadre de dialogue pour gérer donc la crise politique. Il avait déjà exprimé ses réserves sur le processus qui a conduit donc au changement constitutionnel de l'année dernière, même s'il ne suscite plus évidemment la même réaction qu'à la belle époque de la France-Afrique. Pour la crise guinéenne, des élus français entendent évidemment de l'Élysée des actions fortes pour obtenir la libération des opposants politiques. C'est le cas de Sébastien Nadeau. Il va intervenir encore une fois ce matin chez nous, membre du mouvement des progressistes. Sébastien Nadeau, député à l'Assemblée nationale, donc il sera en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur, mesdames et messieurs. Vous le savez, hier, on a appris juste après l'émission le décès donc de Shérif de Washington, qui est conseiller personnel du Premier ministre, évidemment, Ibrahima Kassori Fofana. Nous allons marquer une minute de silence et derrière on revient pour continuer l'émission. Merci de rejoindre l'équipe des GG. Beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Voilà, encore une fois, merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Avec vous, Moussa Moïsila, bonjour. Bonjour Lamine Guérassi, bonjour à tous. Bonjour, Madame Yoro, bienvenue, bonjour. Merci Lamine, bonjour à tous. Jacques Lewalino, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Ahmed Kourouma, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour Antoine Kourouma. Bonjour Lamine. Oui, on l'a appris hier, il faut le rappeler, mon cher Ahmed, juste après l'émission, donc le décès de Shérif de Washington, qui est un ami, qui est ami à tout le monde, d'ailleurs, il faut le rappeler. C'était un ami de beaucoup de gens, ouais. C'était un grand frère pour moi. Ouais. Il m'a, j'ai la voix qui tremble ce matin parce que je pense que tous ici sur ce plateau, on a reçu un uppercut hier, un coup de massue. Ouais. Ça se ressent, c'était un homme aîné, moi je l'ai ressenti sur la toile. Il a reçu un hommage de tout le monde, tout bord politique confondu, toute ethnie confondue, ce qui prouve la belle trace qu'il a laissée sur cette terre. C'est un patriote, c'est un mec bien, qui est parti hier, comme il y en a peu sur cette terre. Ouais. Quelqu'un qui s'intéressait aux autres. On était en train de discuter tout à l'heure en off, tu m'as raconté cette anecdote où tu étais à Washington, où sa femme, tous les jours, pendant 15 jours, a préparé pour toi
Voilà, ça c'est la famille Haïdara. Ouais. C'est un exemple parmi tant d'autres. Moi, je pourrais t'en situer quand je suis arrivé. Tu sais, on a dans la vie politique, journalistique, on déconne parfois, on a des mots plus hauts que les autres, on a besoin d'être cadré. Et c'était un grand frère qui n'hésitait pas à 2h, 3h du matin m'appeler en me disant « Ah, Ahmed, fais attention, le pays est comme ça. » Ou voilà, fais gaffe. Et, tu vois, c'était quelqu'un de bienveillant. Ouais. Voilà, je voudrais prendre sur votre temps de parole, si vous me permettez, je voudrais lire un poème en sa mémoire aujourd'hui. Allez-y, Ahmed. Merci. Souffle. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute le vent, le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Ils sont dans la case. Ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute le vent, le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres morts qui ne sont pas partis, qui ne sont pas sous la terre, qui ne sont pas morts. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans le sein de la femme, ils sont dans l'enfant qui vagit et dans le tisson qui s'enflamme. Les morts ne sont pas sous la terre, ils sont dans le feu qui s'éteint, ils sont dans l'herbe qui pleure, ils sont dans le rocher qui geint, ils sont dans la forêt, ils sont dans la demeure. Les morts ne sont pas morts. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute le vent, le buisson en sanglots, sent le souffle des ancêtres. Il redit chaque jour le pacte qui lie à la loi notre sort, aux actes des souffles plus forts, le sort de nos morts qui ne sont pas morts, le lourd pacte qui nous lie à la vie, la lourde loi qui nous lie aux actes, des souffles qui se meurent dans le lit et sur les rives du fleuve, des souffles qui se meurent dans le rocher qui geint et dans l'herbe qui pleure, des souffles qui demeurent dans l'ombre qui s'éclaire et s'apaissit, dans l'arbre qui frémit, dans le bois qui gémit, et dans l'eau qui coule, et dans l'eau qui dort, des souffles plus forts qui ont pris le souffle des morts qui ne sont pas morts, des morts qui ne sont pas partis, des morts qui ne sont pas sous la terre. Écoute plus souvent les choses et les êtres, la voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau, écoute le vent, le buisson en sanglots, c'est le souffle des ancêtres, les morts ne sont jamais morts. Ouais. Je voudrais dédier au nom de tous ici, au nom de la rédaction, au nom d'Adafomédia, ce magnifique poème de Biro Diop, qui est un auteur extraordinaire, et c'était notre manière, en tous les cas, ma manière à moi, et je pense la vôtre aussi, de lui rendre un bel hommage ce matin. Ce matin, oui. Ahmed Kourouma, mon cher Moussa, vous avez côtoyé Shérif de Washington. Oui. C'était un ami. Oui, c'était un grand frère. Ouais. Je me rappelle encore du coup de main qu'il m'a donné aux États-Unis en 2014. Ouais. Quand il s'est mis à notre disposition à l'époque, il était attaché, comme il a été toujours d'ailleurs, aux principes démocratiques, à la liberté d'expression, en dépit de quelques contradictions sur le plan politique. Mais il s'est mis à notre disposition pour rencontrer tous nos compatriotes qui vivaient du côté de Washington. C'est grâce à lui qu'on a fait tout ce tour-là. Et je me rappelle, à l'époque, il était encore très très proche de Dr Ibrahima Kassori Fofana, qui était opposant à l'époque. Donc leur amitié, je dirais leur fraternité, ne date pas d'aujourd'hui, c'était comme son ombre. Ouais. Je pense que je présente toutes mes condoléances au Premier ministre, à sa famille, également à l'épouse de Shérif de Washington. C'était un homme complet, un homme entier, un homme qui ne mâchait pas ses mots quand il avait des reproches à vous faire. La dernière fois qu'on a parlé, c'était en décembre, où il me faisait quelques suggestions sur certaines choses et on a échangé là-dessus. Je trouve que c'est un homme qui était bien dans l'âme,
Et c'est pourquoi il a décidé de se laver de toute souillure avant de partir. Il a été à la Mecque si jeune. Je me suis posé des questions. Il me dit, et l'âge très tôt. Il dit, mais je sais pourquoi je le fais. Et il s'est lavé de tout cela parce qu'il voulait aller à Dieu en l'état pur. Je pense que c'est ce qui est arrivé. La mort, c'est le seul remède qu'on a pour vaincre la peur de la mort. Et on n'y peut rien. C'est le destin. Il faut cependant, comme je l'ai dit, se questionner un tout petit peu sur ce qui a pu amener une belle âme remplie de vie à partir de façon aussi brusque. Qu'est-ce qui s'est passé? Était-il malade de Covid-19? Parce que des indiscrétions m'apprennent qu'il a pris le vaccin contre la Covid-19. Le vaccin, c'est une prévention de la maladie. Le vaccin, c'est pas pour guérir. Quand s'il prend le vaccin, ça veut dire qu'il n'était pas malade de Covid-19. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je n'aimerais pas traumatiser le deuil de la famille, mais c'est un être cher qui est parti. Se questionner sur ce qui est à l'origine de son décès, c'est aussi lui rendre hommage. Je pense que, j'espère que ces questions trouveront un écho favorable auprès des autorités sanitaires, du gouvernement, pour que nous soyons situés sur réellement ce qui s'est passé. Shérif de Washington est un homme bien et je sais qu'il va dormir en paix. Madame Hiro, vous l'avez eu dans les GG récemment, il y a 3 semaines. Hier, quand Valek m'a dit, il dit, Yaya, tu sais que ton grand est décédé. Quand il m'a dit ça, mon grand, en fait, le monsieur, c'est une histoire toute bizarre parce que je ne l'ai jamais rencontré. Mais en fait, quand je parlais avec lui au téléphone, il me disait ma soeur, je l'appelais grand frère. C'est juste extraordinaire. En fait, je me rappelle encore quand on était hospitalisé à Donka, c'est là réellement qu'on a pu échanger avec lui. Moi, tout le temps que j'ai passé surtout à l'hôpital, jusqu'à ma sortie, jusqu'à ce que j'accouche, jusqu'après l'accouchement, il m'appelait régulièrement pour avoir de mes nouvelles. Est-ce que ça va? Est-ce que tu tiens bon? Pourtant, je ne l'ai jamais vu de mes 2 yeux. On ne s'est jamais rencontrés. Mais c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Le côté humain de la personne, moi, ça m'a... J'étais dépassée hier quand on m'a dit, c'est vous dire à quel point la vie humaine tient sur un fil. Et ce fil-là peut se rompre d'un moment à l'autre. Et qu'on me dise aussi qu'il est parti de Covid-19, ça m'a choquée. Je me dis que... je me suis interrogée quand on dit qu'il était hospitalisé du côté de Bessia, au centre de prise en charge, et qu'il avait déjà pris ce vaccin. C'est quand même... Il y a des interrogations, il faut s'interroger. Mais c'est un monsieur humain, foncièrement humain, humble, qui vient de partir. Et c'est une grande perte. Parce que moi, je me rappelle, je pense qu'on a parlé il y a un peu plus de 2 semaines, après qu'on l'ait reçu dans les grandes gueules, par rapport à, comment on appelle, ces stages dont on parlait. J'ai également parlé avec lui parce qu'il y avait un sujet qui concernait la primature. Il a toujours cette vocation, cette facilité d'orienter, de faciliter les choses quand il y a des questions que vous vous interrogez, en tout cas du côté des journalistes. Je pense que c'est une grande perte, c'est un grand monsieur qui est parti, et que son âme repose en paix. Et mes condoléances à ses proches, à sa famille, à toutes ces personnes qui sont du côté de la primature. Notamment le Premier ministre. Merci beaucoup, Madame Hiro. Allez-y, Jacques Loualino. Oui, il faut bien déplorer la mort parce que il était encore relativement jeune. En tout cas, il pouvait encore beaucoup apporter, n'est-ce pas, à cette nation. Je ne l'ai jamais rencontré, il n'y a pas eu de relation entre nous, mais de ce que j'ai pu voir hier sur les réseaux sociaux, je me rends compte qu'il était assez ouvert. Il n'était pas quelqu'un de renfermé dans une position politique, parce qu'il y a des réactions même positives au sein des personnes qui ne partagent pas forcément la même vision politique que lui. Donc ça veut dire beaucoup de choses. C'est beaucoup de ce côté relationnel-là qui est mis en avant. Je crois que c'est ce qu'il faut avoir comme attitude sur cette terre, parce qu'après tout, nous sommes là pour un temps. Maintenant, pour la question du coronavirus qui est collé, n'est-ce pas, à sa disparition, c'est important d'en parler, de ce vaccin, mais également de la prise en charge. Et puis...
ces maladies, c'est pas de comorbidités comme on les appelle, et qui sont en train quand même d'emporter beaucoup de nos cadres. La plupart de ceux qui sont morts, on nous apprend que c'est parce qu'ils avaient déjà d'autres problèmes qui n'étaient peut-être pas connus du commun des Guinéens, mais qui finissent par avoir de la force lorsque le coronavirus se joint. Je crois qu'il est important de continuer davantage à parler de cette maladie, parce que déjà je vois que dans les gestes barrières, nous ne les respectons même plus, et puis du côté du gouvernement aussi, je crois que ce n'est plus la priorité. On est sur autre chose. Il n'y a plus de travail fondamental qui permette, n'est-ce pas, de maintenir la même vigilance qu'on a pu observer en 2020. 2020, on a pleuré. Je crois qu'il faut éviter que 2021 nous fasse davantage pleurer. Merci beaucoup, Jacques Lewa. Allez-y, Antoine Kourouma. L'une des dernières images dont je me rappelle de l'homme, c'est on était à la veille de la confirmation du Premier ministre, quand on a vu cette photo de shérif aux côtés de Kassori à son bureau, parce qu'il y avait des rumeurs qui disaient que shérif de Washington pourrait lâcher Kassori. Ben oui, ça se disait. Et donc, la photo, c'était une façon de dire qu'il est non seulement loyal envers l'homme, mais il est fidèle envers Kassori, qu'il avait son soutien. Et donc, on a vu cette photo prise en plusieurs captures pour montrer cette loyauté de l'homme vis-à-vis de Kassori. De l'autre côté, les autres l'ont déjà rappelé, le côté humain de l'homme, on ne va pas continuer à le dire, parce que c'est une confirmation. Shérif de Washington, même quand il ne vous connaissait pas, vous sentiez un certain rapprochement qu'il faisait à votre égard. Donc je me dis qu'il s'en va comme quelques cadres guinéens qui sont partis par la faute du coronavirus. C'est une invite que nous faisons aux autorités sanitaires surtout, pour que les mesures soient davantage accentuées, afin que cette maladie cesse d'endeuiller des familles, surtout que personne n'est épargné. Et aujourd'hui, avoir ces personnes qui tombent, surtout avoir leur titre, on s'est dit que les petits Mamadou ou encore les citoyens lambda qui parfois n'ont pas cette possibilité de se protéger souvent, nous l'avons épargné finalement. Et donc je me dis, Chérif est parti, toute la Guinée est en deuil. On espère qu'il sera accueilli à la droite de Dieu, qu'il sera au paradis. Bien. Antoine Kourouma, on va essayer. Tu as dédié un poème tout à l'heure. J'ai envie de proposer ça aux auditeurs, et derrière on revient. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans.
Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Mesdames et messieurs, oui, Ahmed, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, non, merci pour cette magnifique chanson de Jean Ferrat, qui est un très bel hommage. Moi, je regardais les images, ça te donne les larmes aux yeux. Il faut rappeler une chose qui est très importante. Le coronavirus, ou plutôt le coronavirus, ce virus est un serial killer. Pour y échapper, il faut vraiment que l'on commence tous à respecter les gestes barrières. Je vois que ce matin, mon ami Moussa Moïse a pris un masque, j'en suis heureux. Et il faut ici qu'on donne l'exemple parce que c'est vraiment, excuse-moi du mot trivial, c'est vraiment une grosse cochonnerie. Bien. Allez, on parle de Moulin de Guinée ce matin, mon cher Jacques Léo-Aleno. Vous dites les motifs d'une grève en vue, Jacques. Oui, Moïse avait avancé un peu hier là-dessus. Maintenant, au-delà de cette crise liée, bien entendu, à la hausse du prix du blé à l'international, il y a des problèmes à l'interne, mais qui m'amènent à m'intéresser au sujet parce que c'est assez présent dans la plupart des entreprises. C'est que la direction générale s'oppose à l'installation d'une délégation syndicale. Alors que nos lois guinéennes disent clairement, lorsque vous avez dans une entreprise un effectif de 25 salariés, il est de droit que la direction de l'entreprise puisse accepter une délégation syndicale. Mais derrière, il y a toujours cette guerre entre centrales syndicales, entre vieilles centrales syndicales et nouvelles centrales qui continuent. Aujourd'hui, ce n'est plus forcément entre les factions de l'USTG, mais c'est plutôt entre les vieilles centrales et les nouvelles qui se créent pour dénoncer, n'est-ce pas, l'indolence un peu de ces vieilles centrales syndicales qui n'arrivent plus à défendre véritablement les travailleurs. Et donc là-bas, il s'agit en réalité de l'UGTG, l'Union Générale des Travailleurs de Guinée, qui a donc pu convaincre, n'est-ce pas, les travailleurs les grandes gueules en syndicat. Il y a des démarches qui ont été entreprises, la demande n'a pas trouvé écho favorable auprès de la direction. Donc le préavis de grève qui a donc été lancé et qui commence à courir depuis maintenant quelques jours, est brandi donc par l'UGTG sur cette base-là, avec des travailleurs qui choisissent d'appartenir à un syndicat, alors que derrière, il y a la direction de l'entreprise qui s'oppose. Je le disais tantôt, c'est fréquent parfois dans certaines entreprises où on s'oppose à l'installation, n'est-ce pas, des syndicats, parce qu'on s'est dit que lorsqu'on en a, ça vous crée des problèmes. Et lorsqu'on a peut-être quelques groupes syndicaux ou disons quelques représentations syndicales dans une entreprise, on a la possibilité de dialoguer. Avec la CNTG, aujourd'hui, les gens ont encore les préférences. En tout cas, du côté des employeurs, on préfère avoir les représentants de la CNTG que d'avoir affaire à un Aboubacar Souma, par exemple, qui est parfois assez virulent, ou un certain Mara de l'UGTG qui est assez virulent et qui a eu des problèmes à un moment donné du côté de Bokeh. Donc ça, je crois que c'est une question fondamentale que l'inspection générale du travail, au nom de la liberté syndicale, devrait traiter avec sérieux pour permettre à ce que le syndiqué ait le libre choix d'appartenir à sa centrale et qu'il puisse compter, n'est-ce pas, sur cette centrale-là pour défendre et protéger ses intérêts. Voilà, pendant ce temps, le prix du pain, Moussa, n'a pas bougé, hein? C'est bien cela? Ça n'a pas bougé, on continue de l'appliquer comme on veut, c'est-à-dire que quand vous êtes à Conakry, vous êtes à Yomou, vous êtes en Zérekere, vous n'achetez pas le pain au même prix, et le président de la République devrait agir autrement dans ce domaine-là, parce qu'il a visité autrement la Direction nationale des impôts hier. Il faudrait quand même qu'il rencontre autrement les acteurs de ce secteur. Les grandes gueules. Pour parler de ce qui est en train de guetter l'avenir de nos industriels dans le domaine. C'est-à-dire que ce sont les emplois de milliers de personnes qui sont menacées.
qui dit qu'il n'y a plus de matières premières, il n'y a plus de blé qui en direction de la Guinée, dit qu'il n'y aura plus de farine parce que c'est la matière première. Et s'il n'y a plus de farine, il n'y a plus de pain. S'il n'y a plus de pain, la paix est menacée. Donc, Monsieur le Président sait assez bien comment est-ce que tout cela se passe. Et le dire, ce n'est pas... pour une fois, on a l'habitude de taper sur ceux qui sont commerçants, les industriels qui gagnent beaucoup d'argent, mais pour une fois, ils sont en train de subir un tout petit peu, je dirais, les contre-coups du coronavirus à l'international. Ils n'ont pas la maîtrise de la flambée du prix du blé à l'international. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Avant, du côté de la Russie, lorsque vous achetiez le blé à l'exportation, vous étiez même appuyé par l'État russe. Mais aujourd'hui, l'exportation du blé, puisqu'ils savent qu'il y a une crise mondiale, est taxée. C'est-à-dire qu'ils ont surtaxé cela de telle sorte que les commerçants qui le faisaient soient découragés à le faire. Du côté de la Chine, l'empire du milieu, comme à ses habitudes, pour une fois, je rejoins Trump à ce niveau-là, la Chine perturbe complètement le marché des céréales. C'est-à-dire qu'elle achète en grande quantité parce que de telle sorte qu'il puisse y avoir une certaine réalité comme on le fait entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis sur le plan du pétrole, et ça perturbe complètement le marché. Les prix ne font que grimper. Donc vous avez aujourd'hui la tonne qui était aux alentours de 220 qui est vendue à l'international aujourd'hui à $350. Et vous avez des pays, comme je le disais hier, du côté de la Guinée et du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, qui ont réajusté le prix en fonction de cette donne internationale. Chez nous ici, alors que c'est vendu le sac de farine à 358 000 francs guinéens en Côte d'Ivoire, à un peu plus de 320 000 francs du côté du Sénégal, chez nous ici, on demande à nos industriels, et c'est une injonction présidentielle, il dit pas question d'augmenter un seul franc sur le prix du sac de farine. Au même moment, ceux qui détaillent, ceux qui vendent le pain ont déjà fait leur augmentation sans vous écouter, Monsieur le Président. Ils ont mis les 500. Voilà, à ce niveau, il y a des soucis parce qu'ils continuent à vendre, à acheter la farine au prix habituel. Mais déjà, ils ont augmenté. Les boulangers, ils vous écoutent pas, Monsieur le Président. L'économie n'attend pas l'État. Alors que, mais il y a la responsabilité. Malheureusement, c'est la triste réalité aujourd'hui. Le secteur privé, attends, non mais excuse-moi, mais le secteur privé n'attend pas après l'État. À partir du moment où l'État ne prend pas ses responsabilités, c'est son rôle de régulateur de l'économie guinéenne, le privé n'attend pas après l'État. Il y a quelque chose de... Moi, j'ai écouté ton compte-rendu d'hier qui était vraiment très bien détaillé. Tu as expliqué très bien le fonctionnement du blé, etc., la crise mondiale. Mais il y a aussi autre chose. C'est-à-dire que le président de la République doit arrêter de s'immiscer dans l'économie privée. Ce n'est pas son rôle. Ça, c'est la première des choses. L'État doit servir dans un État normal de régulateur. L'État doit prendre possession de l'économie pour mettre des règles, juguler l'inflation et surtout, le plus important, c'est favoriser la circulation de l'argent dans un pays et avoir un commerce extérieur. Nous devrions être aujourd'hui, en termes d'agriculture, compte tenu de la richesse de notre sous-sol, nous devrions être un pays exportateur. Or, nous importons plus que nous n'exportons. Et voilà ce que ça s'appelle le déficit de la balance commerciale. Pour finir, c'est la chose la plus importante à mes yeux. Il va falloir qu'au lieu que Monsieur le Président de la République dise au privé n'augmentez pas les prix, et j'ai entendu parler hier de Big Up, qui a été victime d'un travail extraordinaire qu'il a fait, effectivement, il a été victime de cela. Je pense que le ministère de l'économie, je pense que le ministère du budget, je pense que Monsieur le Président de la République devrait s'asseoir avec les syndicats, avec les représentants des salariés et qu'ils augmentent une bonne fois pour toutes le salaire minimum dans ce pays. Je pense qu'une augmentation aujourd'hui de 5 000 ou de 500 francs, c'est pas grand-chose si toutefois, on avait pris le temps d'augmenter non seulement le salaire dans le privé, mais dans le public. Voilà. Alors, dernier point par rapport à cela, Lamine. Vous savez, lorsqu'ils envoient les navires remplis de blé, ils ne peuvent pas les décharger en un seul jour, ni en deux. Ça prend du temps. Et lorsque ça prend du temps, vous payez ce qu'on appelle les surestaries. Et c'est en milliers de dollars que c'est payé. Vous avez des frais connexes liés qui rentrent un peu dans le coût de production de la farine. Ces frais font que, dans les conditions normales, la farine
devrait revenir, le sac de 50 kilos devrait revenir très très cher en Guinée. Mais pour une fois, il appartient au chef de l'État. Le ministre Thibaut Camara a dit qu'il a l'un des secteurs, l'un des départements les plus importants du pays. Il n'a pas totalement tort. Je pense qu'il peut raison. Mais oui, il peut aussi entrer dans la danse parce que il s'agit quand même d'industriels qui risquent de mourir. Le ministère du Commerce est concerné. Les deux dames, nous attendons la passation pour les voir à l'œuvre, notamment Mariama Soguipa, parce que Soguipa, c'est le nom qui va la suivre partout où elle ira. Donc, il faut également qu'elle puisse rentrer dans la danse pour essayer de trouver une solution immédiate à cette histoire. Moussa. Sinon, il y a péril dans la demeure. Ouais, on a bien compris. Voilà, je pense qu'on va prendre les dispositions dans ce sens. On part à Symphonia cette fois-ci. Vous nous parlez de quoi exactement? Université de Symphonia, disparition donc d'un coffre-fort à la billetterie, Antoine. Qu'est-ce qui se passe? Il y a qu'en Guinée qu'on peut entendre ce genre de... Mais c'est Antoine, qu'est-ce qui se passe, Antoine? Ça ne va pas, ça ne va pas du tout à l'université de Symphonia. Il n'y a pas longtemps, nous parlions de ce dysfonctionnement qu'il y a à l'université. Demain d'ailleurs, les grandes gueules. On aura comme invité le porte-parole des enseignants-chercheurs de l'université de Symphonia, qui va revenir un peu sur quelques problèmes dans l'ensemble de l'université. Mais ce qui se passe par rapport au coffre-fort, ce n'est pas un coffre-fort comme dans le bureau de Mme Diallo. Oui. C'est pas un coffre-fort petit format, c'est un coffre-fort de plus d'1 mètre de hauteur. Et donc, nous apprenons qu'entre le samedi et le dimanche, ça a disparu du bureau de la billetterie. Et donc, le SNAISU avait déclenché un mot d'ordre de grève. C'est un coffre-fort quoi? Grand format. Non mais c'est sérieux là. Quand même, vous fermez son micro, mais toi là. Allez. C'est un coffre-fort grand modèle. Ouais. Écran géant, comme on le dit, on peut le dire. Oui. Et donc, le SNAISU avait déclenché un mot d'ordre de grève qui a pris fin le mardi. Et vous vous rappelez que dans leur revendication, au 3e point, il était indiqué qu'il fallait payer la subvention des universités publiques. Ce qui a été fait, on m'apprend le mardi. Le mot d'ordre a été levé mardi. Et donc, Symphonia aurait reçu la somme de 3 milliards pour la subvention de 3 mois, selon mes informations. Alors, le paiement avait commencé à la billetterie des fonctionnaires et des contractuels de l'université. Et le samedi à 17h, on apprend que le recteur a interdit tout accès à l'enceinte de l'université. Beaucoup se sont demandé pourquoi. Pas d'accès ni pour les étudiants pour faire cours, ni pour les enseignants, ou même pour les informaticiens qui parfois ont des travaux à faire pour les photocopies et autres, des enseignants qui souvent font des brochures pour les étudiants. Et donc, de samedi à dimanche, aucun accès n'était autorisé à l'université. Le lundi matin, on apprend que le coffre-fort a disparu de la billetterie de l'université. Alors, ça a disparu sans que la porte n'ait été détruite. J'ai des photos de la porte qui est cadenassée. La fenêtre n'a reçu aucun coup. C'est bizarre. Et on ne sait pas qui a emporté avec lui le coffre-fort qui contenait de l'argent. Les grandes gueules. On a emporté et le contenu et le contenant. Au lieu qu'on ne fasse appel à une investigation extérieure, c'est à la police de l'université ou à la sécurité de l'université on a fait appel pour un peu faire les enquêtes et comprendre ce qui se passe. Et donc, ça vient un peu en rajouter sur le malaise qu'il y a à l'université de Symphonia. Déjà, qu'entre le rectorat et le corps enseignant, il y a un conflit ouvert, on constate qu'il y a ce problème qui vient se rajouter à cela. Et je me dis qu'il serait important que lumière soit faite sur cette affaire. Ce matin, on est entré en contact avec le recteur de l'université qui nous a raccroché au nez en disant qu'il ne parle pas de ça au téléphone. Les grandes gueules. Et donc, je me dis qu'il serait important qu'on comprenne ce qui ne va pas, parce que récemment, vous avez vu que le ministre Bangoura a été débarqué de son poste. Il n'a fait que quelques mois, je crois 1 année et quelques à la tête du département. Et donc, il y a ce souci. Dans les jours à venir, on apprend que les enseignants pourraient déclencher un mouvement dans l'enceinte de l'université pour réclamer le départ du recteur, qui ne serait plus en odeur de sainteté avec le corps enseignant, qui le reproche bien des choses. Et donc, c'est un peu l'information qu'on a reçue hier. Le coffre-fort de l'université de Symphonia a disparu. C'est au niveau de la billetterie. Il a disparu sans casse, sans effraction, rien du tout. On ne sait pas où il est passé. Et un coffre-fort de ce type, il ne faut pas moins de 10 personnes pour le prendre. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Et la question que les enseignants se posent aujourd'hui, c'est pourquoi a-t-on refusé l'accès de l'université
à tout corps étranger. Non, mais le recteur doit s'expliquer. Je suis désolé, s'il y a des pickpockets maintenant dans les universités, ça devient très compliqué. Mais non, mais attendez, Moussa, voilà. Je sais que tu vas me lancer encore des pierres là ce matin. C'est quoi cette histoire? C'est pas des pierres, je vais vous lancer. Si, je suis désolé. Les grandes gueules. Là, ce sont des liasses d'argent dont on parle là. Là, il s'agit quand même d'une casse à l'américaine. C'est-à-dire que, je sais pas, mais il faut fouiller. Non, mais quand même. C'est pas pickpocket non plus. C'est pas pickpocket. Là, c'est la casse du siècle. Vous faites sortir un coffre-fort d'1 mètre de hauteur sans toucher à la fenêtre ni à la porte. Seuls les marabouts de Bokeh peuvent faire ça. C'est-à-dire que non, mais c'est extraordinaire. Il est prestidigitateur. Exactement. C'est extraordinaire. Mais que l'université n'accepte pas d'ouvrir un peu ses portes à toute enquête extérieure me cause un peu de soucis. Ça me crée un peu de soucis parce que je me dis, pour une vraie enquête, il ne faut pas compter sur les gardiens qui étaient là déjà devant les caméras de surveillance, devant qui le coffre-fort a disparu. Je ne crois pas. Voilà, donc il faut laisser la DPJ gérer cette enquête et nous dire comment est-ce que ce coffre-fort peut comme ça par enchantement disparaître. Pour que la DPJ s'en mêle, ou plutôt pour que la justice s'en mêle, il faut que le recteur ou l'université porte plainte. Bah oui. Non mais mais les étudiants n'ont qu'à porter plainte, c'est eux qui ont payé l'argent. Les grandes gueules. Allez-y, madame Miro. Je pense que si effectivement un coffre-fort de cette taille a pu disparaître dans l'enceinte de l'université, il y a de grosses questions à se poser. Ce serait bien aussi que le recteur accepte d'échanger, de savoir ce qu'il en est réellement, parce que pour l'instant, personne ne peut dire que c'est le recteur, personne ne peut l'accuser. Un coffre-fort a disparu. C'est à la justice, notamment à la police, de mener des investigations en amont, savoir ce qu'il en est réellement, pour que la justice puisse tirer les choses au clair. Savoir qui a fait partir ce coffre-fort et pourquoi en amont. Le recteur doit être coopérant. Il doit coopérer avec les gens, le recteur. Oui, peut-être qu'il peut répondre. Sincèrement, c'est un recteur qui me. Je pense, Antoine, tu dois envoyer une équipe là-bas pour essayer de l'interroger. C'est aussi simple que ça. Qui ne projette pas une certaine sérénité. S'il ne peut pas parler au téléphone, c'est pas un recteur qui rassure. Il ne rassure pas. Non, Moussa, quand même. Je pense que ce que nous devrions faire en tant que journaliste, quand une telle situation se pose, il dit qu'il ne veut pas en parler au téléphone. Envoie une équipe. Allez-y sur place. On envoie une équipe pour voir ce qu'il en est réellement. Maintenant, il reste à savoir s'il va les recevoir ou pas. Maintenant, s'il refuse de recevoir l'équipe, là, on pourrait peut-être tirer les choses au clair. Mais en attendant, il faut envoyer une équipe pour savoir ce qui s'est réellement passé, faire le constat, par exemple, là où le coffre-fort a disparu, et faire un état des lieux sur place. Ouais, c'est très important. Bénéfice du doute. Ah oui, allez-y. Bénéfice du doute. En même temps, dans cette situation, Jacques. J'ai envie de dire quelque chose. Oui, allez-y, oui. J'ai envie de dire que c'est le recteur qui devrait communiquer sur la disparition de ce coffre-fort, normalement. On n'a pas besoin d'aller vers lui. Non, pour ça. On n'a même pas besoin d'aller vers lui. Non, pas du tout. Non, il doit prendre la parole. Soit le coffre-fort a disparu, il doit appeler la presse. Il n'a pas disparu. Mais si le coffre-fort a disparu, il revenait, n'est-ce pas, au recteur de communiquer sur la disparition du coffre-fort. Oui. Parce que c'est lui le premier responsable, n'est-ce pas, de cette université. Ouais. S'il cache et il garde le silence sur ce qui est arrivé, bien entendu, si après toute vérification, on se rend compte que l'argent là ne se trouve pas à l'université, on pourrait bien naturellement dire qu'il y a une complicité. Tu sais, Jacques, le problème, c'est que nos cadres n'ont pas l'habitude de rendre des comptes. C'est toujours la même problématique. Ces gens-là sont omnipotents, sont dans leur université ou ailleurs de manière... Il faut les amener à le faire. Écoutez, vous l'avez dit, les gens n'ont pas l'habitude de rendre compte. Mais généralement, quand vous partez vers eux, ils sont obligés de répondre. C'est un problème public, Djadja. On ne peut pas aller vers le recteur de l'université. Si quelqu'un refuse de parler, pour le téléphone, on peut pas. Si quelqu'un refuse de ce n'est pas un problème familial. Je ne dis pas que les journalistes ne doivent pas partir vers lui. Je dis qu'ils doivent le faire. Mais en tant que premier responsable de l'université, il devrait prendre sur lui la décision d'appeler la presse, de communiquer là-dessus, pour essayer déjà de donner les premières informations. La presse n'a pas besoin de fouiner pour dire c'est son rôle. Non, c'est son rôle, j'ai pas dit qu'elle ne doit pas le faire. Mais je dis en tant que premier responsable, s'il ne se reproche absolument de rien, il aurait dû prendre la parole pour s'exprimer sur ce dossier-là. Si c'est une question liée à la gestion de sa famille ou à autre chose, on aurait pu comprendre. Venez vers moi pour qu'on puisse communiquer là-dessus. Il s'agit du coffre-fort public. Il s'agit de l'argent public. Alors, en ce moment-là, vous prenez la parole et vous exprimez là-dessus. Voilà.
Je ne dis pas de conclusion, mais je trouve que dans la communication de crise, ce cours-là doit être inscrit dans les départements du côté de la cité de Sonfonia, parce que je pense que le recteur ne le maîtrise pas. Au niveau 1, il faudrait quand même anticiper sur tout ce qui peut être interprétation dans la presse et prendre la parole en premier. C'est cela dans la communication de crise, ce qu'il faut faire. Il ne l'a pas fait, il attend tout bonnement que vous l'appeliez, il vous raccroche au nez et il vous dit j'en parle pas au téléphone. C'est trop facile, monsieur le recteur. Bien. Vous aurez dû d'abord prendre la parole et les journalistes viendront. Voilà, je sais pas trop. Allez-y. Mon cher. Que dire après ce brillant exposé de Moussa Moïse? Non, mais c'est terrible. Que dire? Non, mais je pense que, bon, attention, il faut aller chercher plus loin. Je pense que dans un coffre-fort, on ne met pas que de l'argent. On met des documents. Évidemment. Lorsqu'il y a des audits, il y a le livret des comptes. Donc je pense que cette disparition... Les grandes gueules. Non, mais cette disparition... Là-bas, le coffre-fort, c'est de l'argent. D'accord. Lui, c'est de quoi je parle. Là-bas, le coffre-fort, c'est du blé. Moussa, d'accord. Mais il y a aussi des documents. Il y a aussi des documents qu'on met dans un coffre-fort. On peut cacher des documents, ou plutôt essayer de les faire disparaître pour pas qu'on les voit. Tu as travaillé dans quelle banque déjà? C'est en Europe? Oui, de nos finances. C'est là-bas où on met des documents dans les coffres-forts. Pas en Afrique. Même ici. Pas ici. C'est du blé et les pierres précieuses qu'on cache. Allez-y, Ahmed. Je vais fermer son micro parce que le gars, il est intérable. C'est pas possible. Je sais pas qu'est-ce qu'il a contre le recteur, franchement. Voilà, je commence à avoir de doutes. Je commence à avoir de doutes là, Non, la méthodologie n'est pas bonne. Il aurait dû anticiper. C'est pas possible. Allez-y, Ahmed. Oui, ce que je voulais dire simplement avant que Moussa ne m'interrompe, je pense qu'effectivement, dans un coffre-fort, on met des documents, on met aussi de l'argent. Et même si on est en Afrique, on met les documents dans un coffre-fort. Et donc, il faudra aller chercher, parce que je connais mon jeune frère Antoine, qui est très pugnace dans la matière. Il faudrait peut-être aller chercher de ce côté-là, s'il n'y a pas des choses que l'on veut cacher. Parce qu'un coffre-fort, quand même, de cette taille, ne disparaît pas comme ça, même si on est un marabout de Zériko. Et c'est pas possible. Ouais. Voilà, on va essayer de suivre ça de plus près. Moussa, vous nous parlez aussi de saisie de drogue, d'une quantité importante de cocaïne, donc à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Il s'agit de 3. Il se passe des choses là, Moussa. En fait, on est en train de retomber. Les grandes gueules. Je pense dans notre passé trouble. Vous savez, pour rappel, lorsque le Premier ministre Cabinet Komara acceptait la main tendue du capitaine Moussa Dadis Camara, il a posé comme condition, l'une des seules conditions qu'il a posées, c'est d'avoir la main libre dans la lutte contre le trafic de cocaïne dans ce pays. Parce qu'en tant qu'homme assez rompu à la tâche dans les réseaux diplomatiques et autres, les relations qu'il a, il savait déjà que la Guinée était devenue la plaque tournante de ce trafic de cocaïne. C'est vraiment par ici que ces avions atterrissaient depuis l'Amérique latine et à partir de ce territoire, ils prenaient d'autres directions. Donc, ils savaient tout le danger que le pays courait. C'est encore les Brésiliens. Et il y avait des notes, des notes techniques là-dessus, notamment de l'ambassade des États-Unis. Le cabinet Komara a en fait une exigence. C'est pourquoi vous avez vu, pour une fois, on peut rendre hommage à la junte pour ce travail qui a été fait, parce que quand même en ce moment-là, la plupart des barons ont fui le pays. C'est-à-dire que d'abord il exposait à l'antenne ceux qui étaient dans le trafic. Ensuite, on a vu le travail que Tchèbour a pu mener à l'époque dans la lutte contre la cocaïne. Alors, je vous parlais la fois dernière de l'unité de ciblage qui a été installée du côté, la cellule de ciblage qui a été installée du côté de... Je parle de nationalité. Oui, mais je vais venir, Lamine, je plante le décor. Allez. Voilà, du côté de la douane, on a mis en place cette cellule de ciblage qui fait un travail remarquable. Le cas dont on parle aujourd'hui, c'est une dame. C'est une dame de nationalité guinéenne, Lamine. Nationalité guinéenne. Elle a, je ne peux pas pour l'instant diffuser les photos, mais vous avez vu quand vous regardez les premières images, la dame, elle s'est donné une certaine rondeur. C'est-à-dire que vous voyez dans son accoutrement qu'elle était bien formée. Vous avez vu ça? Qu'elle était bien formée. Donc, Bobaraba, quoi, vous comprenez? J'ai bien compris. Mais il se trouve que sur la paire de fesses, la fesse gauche était en train de tomber. Vous avez vu sur la photo. Et donc, ce sont des paquets de cocaïne qui étaient enfouis là-bas. C'est ce qui lui donnait cette rondeur. Donc, au niveau du ventre, la même chose. Et au niveau postérieur, la même chose. Donc, elle a été prise un peu la main dans le sac, les paquets plaqués sur le corps. 3 kilos de cocaïne tout de même.
ça pose des questions. Les spécialistes, bravo pour la cellule de ciblage qui a été félicitée d'ailleurs par le général Toumani Sangaré, mais aussi à l'international par l'Organisation mondiale des douanes, parce qu'il y a un travail qui est fait. Mais s'il y a autant de quantité de cocaïne en circulation sur le territoire national, parce que la dernière prise, c'était de 100 kg. 100 kg de cocaïne. Nous devenons quoi? Bogota? Nous sommes où là, en Colombie ou du côté de comment on appelle, du Pérou. Je ne comprends pas. Donc il y a lieu il y a lieu de se poser des questions. Les Russes ne sont pas loin de ça. Je t'expliquerai un peu plus tard, Moussa. J'en sais des choses aussi. Et cette dame a fait les formalités et devait partir à bord de la compagnie royale Air Maroc AT 526 le 30 janvier 2021. Bien. La suite, ce serait évidemment à 10h avec le Boeing, évidemment l'inspecteur Moussa Moïse Silla. Le temps d'une pause, mesdames et messieurs, continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. On revient avec d'autres sujets croustillants pour votre plaisir. Vous êtes chez les GG sur Radio Espace. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écoutez, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble.